Bonjour à tous, ceci va durer 20 minutes. C'est une présentation qui normalement est un peu plus longue, donc je vais tâcher de tenir le délai. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du 10 Years Challenge, c'était à la mode il y a 2-3 ans, je crois. Voilà, il fallait montrer ce qu'on était devenu depuis 10 ans. Si je me mets sur le bon écran, c'est mieux. Voilà, ça c'est moi, désolé. Et encore, c'était l'an dernier, la dernière photo. Je triche un peu. 10 ans, ça passe vite. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué pour vous. Peut-être un peu moins, enfin, en période de confinement, c'est toujours bizarre, le temps. C'est comme étendu ou rétréci. 10 ans de plus, pour moi, c'est 10 ans de plus. De toute façon, on m'avait déjà déclaré senior quand j'avais, si je me rappelle bien, presque même pas 30 ans dans une SS2I que je ne nommerai pas. Donc, ça fait longtemps que je suis préparé en fait à cet état de choses. Pourquoi 10 ans sont particuliers pour moi? Parce que c'est complètement inédit dans ma carrière. Parce que voilà, comme beaucoup de développeurs, je pense, j'ai été plein de fois sollicité, puis ça s'est pas toujours bien passé dans les sociétés de services, mais pas que. J'ai aussi fait des startups, donc ça s'est cassé la gueule. Je pense que mon expérience, ma durée de vie maximale dans une équipe, dans une boîte, avant cette expérience dont je vais vous parler, c'était le max 3 ans et demi, je crois que j'ai tenu, mais ça pouvait être des périodes beaucoup, beaucoup plus courtes. C'était très aléatoire. J'étais plus jeune aussi, donc ça peut expliquer des choses. Et puis, il y a 10 ans de ça, je rencontre l'équipe de Variant Toulouse. Ça, c'est une photo de l'équipe qui a été faite, non pas au moment où j'ai intégré l'équipe, mais elle a 2 ans, cette photo. Donc, l'équipe n'est pas au complet. Il manque Olivier Azo, c'est lui qui m'a embauché et que je salue. Euh, qui a constitué cette équipe aussi. Et puis ensuite, il me l'a fait rejoindre. Tous ces gens étaient quasiment là. J'étais le petit dernier, entre guillemets, de cette équipe. Donc déjà une équipe très stable, parce que des gens étaient là aussi depuis encore 10 ans avant. Je vous les présente rapidement. Il y a Christelle, développeuse, Cécile également, Montaigne Marteau, product owner, c'est Christelle Vigneault et Cécile Papot, pardon, je donne les noms. Montaigne Marteau, notre product owner, Sophie Perron est notre support engineer, ingénieur support en français. Stéphane Ragazzi est développeur et ensuite Olivier Azo est parti vivre une nouvelle aventure. Donc c'est Stéphane qui est devenu notre manager. Yonut Miasela était consultant et il y a un petit nouveau qui n'est pas, ça fait quand même 2 ans qu'il est là, c'est David René. Voilà, qui lui aussi est développeur. Donc, toute petite équipe, essentiellement des développeurs, beaucoup de filles, et ça, c'est génial. C'est la première fois que ça m'est arrivé dans mes 30 ans ouais, un peu moins, 25 ans de boulot en entreprise. Ça change pas mal les choses. Ouais, ça change la façon de voir, ça change la façon de communiquer, ça fait quand même un bol d'air frais. Oui, les filles savent coder, elles codent oui, différemment, et c'est vraiment un plus. C'est vraiment un plus. Donc, en avoir autant dans une équipe comme ça, c'est génial. J'espère que ça m'arrivera à nouveau. Cette équipe, elle est particulière aussi de par sa place dans le monde. Variant Medical System fait essentiellement du matériel pour soigner les cancers, de la radiothérapie, et a des équipes de développement logiciel, d'engineering logiciel un peu partout dans le monde. Toulouse, tout petit point là de ces 8 personnes, alors que les autres équipes en Inde, en Chine, ont des centaines de personnes. Nous en avons aussi en Europe du Nord. Que fait l'équipe de Toulouse dans cette place si particulière? Elle fait une famille de produits. Elle fabrique, pardon, une famille de produits liés à la facturation. C'est plutôt de l'échange de données. Elle fait un produit un peu plus intelligent que les autres. Ça s'appelle Aria iDoc, qui est une imprimante intelligente. On va dire ça comme ça pour le résumer très rapidement.
Cette équipe si particulière, je vous précise un peu plus le contexte. On fait du non-medical device. Enfin, jusqu'à peu, on faisait du non-medical, c'est-à-dire qu'on n'était pas soumis à toute la régulation qui peut exister et toutes les contraintes, ce qui nous a quand même permis de survivre, on va dire comme ça. Euh, elle travaille donc sur une famille de produits. On pourrait appeler des EPICs. Elle a adopté depuis le début la démarche des petits pas, donc y compris dans sa livraison de produits, des MVP et des toutes petites releases, des minor releases dans notre jargon. Et c'est une équipe touche à tout, où chacun fait tout. Il n'y a pas de rôle attribué. Quasiment pas. Tout le monde teste, tout le monde développe, tout le monde déploie, tout le monde fabrique les packages d'installation. C'est un peu la partie paf, moi qui pas. Bon, mais voilà, mais je l'ai fait avec tous les autres. Voilà, Olivier Azo ne rigole pas, s'il te plaît. L'organisation générale, ou plutôt matérielle, on va dire. Nous avons la chance immense d'avoir un PO à proximité. Dans le bureau d'un côté, enfin la porte est ouverte, idem pour le manager. Même maintenant, le manager, il est au milieu de l'équipe. Notre support produit, l'interface avec nos clients, enfin le PO et l'interface avec nos clients, mais une interface plus rapprochée encore, le product support engineer est carrément avec nous sur le plateau. Nous avons un backlog géré par le PO. Nous faisons de l'intégration continue et nous avons un radiateur d'information très longtemps physique et un peu avant, non, ça fait un petit moment, 9 mois, je crois, depuis 9 mois, c'était avant le télétravail imposé. On faisait un peu de télétravail. Nous avons maintenant un dashboard qui a aussi une copie, on va dire, numérique. Il y a un peu une duplication d'informations. À ce niveau-là, mais on n'est peut-être pas assez bien équipé, je ne sais pas. Et nous essayons d'être agiles. La démarche agile a été amenée par Olivier dans cette équipe il y a plus de 10 ans. Olivier est aussi membre fondateur d'Agile Toulouse. Et on n'a pas appliqué une méthode agile. On a fait notre agilité, on n'a pas suivi de préceptes forts, si ce n'est en tant qu'équipe de développement des pratiques d'ingénierie bien connues du monde des développeurs. Et si vous ne les connaissez pas, je vous invite si vous ne les connaissez pas encore, à lire ces ouvrages fort intéressants sur le sujet. Rome ne s'est pas fait en 5 jours, ni en 10 ans. Donc tout ça, ça a été vraiment du progressif, du pas à pas, des essais, des trucs qui ont moins bien marché, des trucs qui ont plu à l'équipe. On a toujours remis ça en question, je pense, de manière assez régulière. Notre agilité à nous, comme tous les bons principes du manifeste agile, c'est d'abord des individus et des interactions. Qu'est-ce qu'on a choisi? Scrum. Oui, on a commencé avec Scrum. Olivier avait mis ça en place avec l'équipe. Qu'on a tenu 1 ou 2 ans, je crois. Olivier qui va me rattraper par chat. Donc au début, on était très dans le protocole, dans les cérémoniales. On a gardé des choses de Scrum. Alors, vous comprenez qu'on n'a pas fait que du Scrum. On a quand même gardé le daily meeting. Au début, on faisait des estimations avec les story points, on faisait du poker planning. Tout ça, ça n'a pas duré si longtemps que ça. On est passé à un travail dans le flux, une organisation plutôt dans le flux, avec Kanban, notre moteur, on va dire, plutôt notre radiateur d'information. Avec les tâches à faire en cours et fini. Et quand c'est fini, c'est fini. Ça veut dire qu'on a travaillé un definition of ready, une definition of done avec l'équipe, chose complètement préalable à pouvoir vraiment travailler ensemble. Et on a aussi on est allé plus loin que cette organisation dans le flux. On a tenté, sous l'idée d'Olivier et de Montaigne. Vous connaissez le forum ouvert, je pense, pour un certain nombre d'entre vous. Sinon, googlisez forum ouvert, open space.
Et on a appliqué ce principe à l'organisation du travail, c'est-à-dire qu'on a fait une place de marché, enfin tous les jours, tous les matins, 11h30. Après notre daily meeting, format un peu stand-up, bon stand-up assis, mais parce qu'on est un peu vieux. Non, je rigole. Et ensuite, une fois le daily fini, on passe au daily open space où chacun met ce qu'il a envie, le sujet qu'il a envie de traiter, et c'est une invitation à partager avec le reste de l'équipe si telle ou telle personne veut rejoindre telle ou telle activité en cours initiée par telle ou telle personne de l'équipe. Et sur les petites post-it jaunes, c'est relié à des BI, à des backlog items qui chez nous sont gérés dans TFS, Microsoft Team Foundation Service. Donc on est quand même toujours en lien avec le backlog, mais on s'autorise aussi des tâches. On voit beaucoup, il est assez marrant celui-là, réparer les problèmes, fixer le build. Certains d'entre vous connaissent. On a aussi abandonné, on avait commencé à faire des estimations qu'on a rapidement abandonné. On a préféré faire de l'éléphant Carpaccio, c'est-à-dire du découpage de story fine, pour dire finalement, il n'y a pas de... Enfin, la seule notation qui vaille pour une tâche à faire, c'est petit. C'est suffisamment petit pour être réalisé. Si c'est pas petit, c'est que c'est trop gros, c'est qu'il faut la découper. Ça fonctionne très bien, ça surprend les gens, mais ça marche très très bien. On a fait ça depuis 8 ans, je crois. Et on n'est pas prêt de revenir en arrière. Malgré tout, des gens vont nous dire oui, mais alors vous n'êtes pas capable d'estimer quand est-ce que ça sort et le client, maman. Si, encore une fois, grâce à un travail d'ingénierie assez bien pensé et à l'application de l'algorithme de Monte Cristo, on peut calculer par statistique en fait sur le temps passé sur chaque tâche, vu que chaque backlog item, élément de backlog a toujours la même taille, c'est-à-dire le plus petit qu'on puisse faire. Il suffit de calculer, enfin pour un calcul un peu plus simple, un peu plus astucieux qu'une moyenne, mais on a une estimation. C'est le product owner qui fixe en fait tous les backlog items qu'il met dans une release. Il peut évidemment les moduler, les prioriser, et avec ça, plus il en met, plus la date de sortie recule, et plus il en enlève, et plus vite il sera livré. C'est aussi simple que ça. Bon, et nous, les développeurs, comment répondre aux changements? Ça fait partie du manifeste agile. Euh, Simplement déjà en faisant évoluer le backlog, en discutant avec le PO, en ayant des éléments de backlog assez bien catégorisés, les besoins utilisateurs, les bugs fixes, et quand ce n'est pas ces deux-là, c'est ce qu'on appelle du design quality, c'est-à-dire en fait régler la dette, régler les problèmes. On a aussi des problèmes d'interface avec un système legacy fourni par d'autres développeurs chez Variant, essentiellement indiens, avec lequel on se devait d'être compatible, on se doit toujours d'être compatible. Nous, comment on s'est organisé pour faire évoluer le code de manière agile, en appliquant des principes d'architecture propres. Je renvoie au bouquin Clean Code de Martin Fowler. Notre philosophie, c'était être ouvert au changement, oui, mais ceux qui ont de la valeur utilisateur, pas ceux imposés par la technique. Donc, on a voulu s'abstraire des librairies. On utilise des librairies tierce parties, mais notre idée, c'était de s'abstraire par des éléments techniques, en fabriquant des API, en utilisant des mocks, des doublures dans les tests tout le temps, pour éviter de devoir refaire tout notre code dès qu'une version de tel ou tel élément technique venait à évoluer ou à changer ou à disparaître. Cette forme d'architecture s'appelle une architecture hexagonale. Je n'ai pas le temps de vous en parler là, mais je vous invite à lire toute la documentation à ce sujet qui est foisonnante. Voilà, pour dire en 2 mots, on a un domaine d'application et des adapteurs. On s'adapte ensuite à des éléments extérieurs. La base de données étant considérée non pas comme un élément central, mais bien comme une dépendance finalement, plus ou moins gênante d'ailleurs, de notre ensemble logiciel. Toujours dans le même code, ça me fait penser à cette idée de recyclage et de faire du travail conçu pour durer. Donc nous avons mis en place des fondations solides. Là aussi, je vous invite à voir l'acronyme SOLID pour les développeurs. Nous travaillons beaucoup sur des abstractions,
Donc, on se fiche un peu des implémentations et ça permet d'avancer plus vite, techniquement parlant. On évite les architectures en couches, on évite de casser le code. On évite, hein, je ne dis pas qu'on y arrive tout le temps. On pense d'emblée à la réutilisabilité de nos composants, de nos librairies, de nos classes. Et ça cycle en fait. Comment on collabore avec les utilisateurs? Donc, avec ce backlog, avec ces demandes qui sont filtrées et analysées par le PO, qui sont transformées en user story les plus petites possibles, qui doivent toujours amener une valeur à l'utilisateur, sinon on ne les fait pas, ou sinon c'est du paye ta dette. Et on s'autorise quand même à avoir un ou deux backlog items de design quality par release, pour quand même entretenir ce code qui vit depuis 10 ans. Nous avons aussi collaboré avec notre product owner sur la base d'un langage commun, d'un langage partagé, qui est le langage de l'utilisateur final. C'est-à-dire qu'on utilise des mots, alors c'est en anglais, nos utilisateurs sont majoritairement anglais, et qui reflète, qui correspond à ce que l'utilisateur peut voir au final sur son écran, sur cette interface graphique. Et ben, ce sont le même vocabulaire, les mêmes mots qu'on a dans chaque élément du code, dans des noms de variables, dans des noms de classes, etc. Donc on a fait du DDD dans ce sens-là. Comment on s'est assuré au fil du temps que notre logiciel fonctionnait bien et toujours il y a des messages privés qui m'arrivent. On fait du TDD. Donc, on écrit les tests d'abord. Ces tests n'ayant pas d'implémentation derrière concrète sont rouges. On refactor. On les fait passer. On les fait passer au vert d'abord. On refactor ensuite. Il faut que ça reste vert. C'est notre filet de sécurité pour faire du code sans bug, simplement. Et on essaie de réutiliser, vu qu'on est dans ce principe de conçu pour durer, y compris les tests sont conçus pour durer et les tests sont faits de steps, d'étapes, étapes d'initialisation, étapes d'action et étapes de vérification. Ces éléments-là aussi, on arrive à avoir un bon niveau de réutilisabilité. C'est une autre présentation là-dessus. Les tests doivent obéir à des règles simples, très bien décrits par Ken Beck, qui sont ici. Un test doit être simple à écrire et simple à lire. Il faut être capable de se relire et capable aussi de faire évoluer un test sans que ça coûte trop cher à l'équipe. Alors attends, j'ai un chat qui me dit que je dois être hors 10 minutes, même pas. Ces tests doivent tourner vite. Donc, on ne fait pas de test end-to-end dans cette équipe, pas de test dit d'intégration. Alors, il y a un gros débat sur l'intégration, mais pas un test qui fait tout tourner avec toute l'interface graphique et la base de données en même temps. J'ai connu ça dans d'autres boîtes. C'est des tests qui prennent plusieurs journées, voire même un week-end entier avant d'avoir les résultats. Ce serait contraire au principe de boucle de feedback qui se doivent d'être rapides. Un test, ça doit prendre une batterie de test doit prendre quelques minutes pour tourner. C'est au bas de cette boucle de test. C'est très intéressant aussi à consulter et ce sont des principes d'extreme programming que nous avons appliqués. Nous avons aussi une spécificité. C'est de faire pas mal de choses nous-mêmes. Il y a des librairies qu'on n'a pas voulu réutiliser. On a préféré, par exemple, l'injection de dépendance. C'est une chose qu'on a redéveloppée. Intérêt, c'est que on cède pas aux mots, certaines modes de choses qui arrivent. Tout le monde s'en librairie des frameworks, etc., duquel on devient trop dépendant et surtout qui sont parfois abandonnés et voilà, qui finalement coûtent cher quand on doit ensuite les changer. Et puis c'est notre code, on en est fier. C'est le collective ownership, l'appropriation collective du code, et on fabrique ce dont on a besoin. On se charrie pas des usines à gaz. Résister au temps. Bah oui, c'est ça en fait. Comment je suis encore là dans cette équipe au bout de 10 ans, ou presque. C'est que le temps, il faut le dompter, ça passe vite, et donc notre principal, c'est le mien aussi, c'est ce problème de savoir ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a voulu faire. Être comme ça sur un projet qui dure aussi longtemps, ça veut dire qu'on se traîne notre
propre d'être technique, mais c'est au-delà de la technique. Les propres erreurs qu'on a pu faire, ce qu'on a écrit, ce qu'on a mis en place il y a 5 ans, il y a 6 ans, et tout d'un coup, bim, bah, ça marche plus, ou finalement, malgré tous nos efforts, c'est super dur à changer. Finalement, il y avait trop de friction, trop de contraintes. Et se remettre, ça nous est arrivé, le voyage dans le temps. Pour nous, un voyage dans le temps, c'était un an en avant. Ça, revenir sur ce qu'on avait fait un an avant, c'était pourquoi on a fait ça? Qu'est-ce qui nous est arrivé? Qu'est-ce qu'on avait bu? Voilà. D'où on a appris l'importance déjà à se comprendre entre soi et se comprendre nous-mêmes dans notre travail, être capable de se relire, être capable d'être compris par les autres et d'avoir une certaine stabilité, cohérence dans ce qu'on faisait au fil du temps. 10 ans, c'est énorme. Tenir 10 ans, c'est aussi tuer la routine parce que j'ai l'impression de faire la même chose. Donc, grâce à notre product owner, on a pu travailler dans cette gamme de produits. Il y a quand même des nouveaux produits. Chaque produit est un peu un bébé. On a fait des nouveaux bébés. On est aussi allé sur des nouvelles technos. Et puis, on avait toute notre organisation à nous et nos échanges entre nous. Alors, pas tellement de rétrospectives, plus des ateliers, des katamans, on en a fait quand même. Aussi des ateliers qui n'étaient pas du tout sur le code, de comment l'équipe se sent, évidemment. Voilà, on a fait des choses assez intéressantes que le product owner pourrait mieux vous détailler que moi. Il y a eu ces changements de méthode dont je vous ai parlé, aussi sortir du bureau, aller à des conférences. À mon avis, on n'est pas sorti assez, même en dehors de conférences. Je pense que sortir du bureau, ça peut être un truc. J'avais une ancienne boîte qui faisait ça, on faisait des kick-offs. On allait 2 jours dans un hôtel, dans un endroit à la campagne, toute l'équipe se retrouvait et parlait un peu d'autres choses aussi. C'était peut-être une idée aussi pour tuer la routine. Et est-ce que finalement, cette routine, c'est un problème? Moi, je pense qu'à un moment, je me suis endormi dans ma routine, j'avoue, dans ma zone de confort, mais c'est pas mal la zone de confort. Enfin, pourquoi se mettre dans l'inconfort juste pour le plaisir? Bon, on peut discuter là-dessus. Et puis, heureusement, on avait tous plein d'autres choses à faire en dehors du boulot. Donc, c'est bien. Il y avait pas mal de gens dans cette équipe, ils sont à 80%, pas vraiment un temps partiel, mais un temps diminué. Et ça, je trouve ça très bien. J'encourage pas mal de gens à prendre un jour par semaine pour faire autre chose, ce qu'ils veulent, mais voilà. C'est quasiment fini, je suis 2 slides. J'ai aussi appris avec cette équipe les valeurs de. Ça, c'est une présentation que j'avais vue à Newcraft Paris, qui parlait de compassionate coding. Et je me suis dit, oui, c'est ça. C'est ce qu'on essaie de faire, ce qu'on a essayé de faire, de faire du code aussi pour les autres, pour soi-même, pour les autres, en respectant les autres, en respectant l'équipe, en respectant les utilisateurs, c'est-à-dire ne pas leur livrer de bugs. Il y a d'autres choses à respecter. Impact environnemental, je vais y venir un poil en détail pour finir. Et il y a cette phrase que je viens de lire dans mon livre de chevet actuel, qui s'appelle Team Topologies, que je vous conseille, c'est assez brillant. C'est pas technique du tout, bien que ça parle de développer du logiciel, mais c'est l'organisation des équipes. Ça parle de la loi de Conway, en fait. C'est tout un bouquin là-dessus, ou plutôt comment ne pas tomber dans les pièges de la loi de Conway. Et voilà, parce qu'on n'avait pas, on n'a pas une activité d'ouvrier spécialisé. Faire du logiciel, c'est pas une usine. Il n'y a pas d'usine logicielle. Je l'ai cru à un moment, mais il n'y a pas. C'est pas de la construction en série. Chaque logiciel est unique. Et faire du logiciel, c'est une activité socio-technique. Voilà, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et c'est ça aussi qui permet de tenir. Quand on voit ce métier comme ça, c'est ça qui permet de tenir longtemps. Et voilà, je voulais mentionner aussi que nous, développeurs, nous, équipe technique et nous, équipe tout court, hein, même ceux qui font les spécifications du logiciel, les product owners, ce qu'on va faire, ça a un impact. Il faut ne pas l'ignorer. Ne pas faire de bugs, ne pas faire de code mort, avoir du code facile à changer. Tout ça, en fait, ça permet de participer à cette sobriété numérique qui ensuite se calcule en usage des ordinateurs, en usage du réseau qui, eux, génèrent des gaz à effet de serre. Donc, on a aussi
j'espère, un peu œuvrer à être vertueux dans ce sens. Et depuis ces 10 ans, et on a aussi travaillé pour des utilisateurs, puisque Variant est une entreprise qui fabrique du matériel qui permet de lutter contre le cancer. Et ça a été aussi ma motivation pendant 10 ans. Et je vous laisse sur ces valeurs largement complémentaires à l'agilité, celle du software craftsmanship. Nous avons essayé de faire le logiciel le plus 3 petits points possible. Merci.